Très bien, donc je vais effectivement vous présenter le travaux que nous avons fait sur les performances d'un modèle de guérison en survie nette que nous avons développé et qui tient compte de la surmortalité non associée au cancer. Dans les études de mortalité associée au cancer, il y a deux possibilités. Soit on connaît la cause de décès, ce qui est souvent le cas dans les essais thérapeutiques, et à ce moment-là, on fait des études de survie cause spécifique. Dans le cadre des registres en base de population, classiquement, la survie, la mortalité, la cause de mortalité, pardon, n'est pas connue ou n'est pas fiable, et donc à ce moment-là, on utilise classiquement les modèles de mortalité en excès. La mortalité, le taux en excès étant égal au taux observé moins le taux autre cause ou attendu. Les valeurs de taux observés sont observées dans les données, en particulier dans notre cas, dans les... Je ne sais pas si vous voyez toujours mon diaporama. Ok, donc les données de la base nationale Francim. Le principe fondateur de l'estimation de la survie nette en population, c'est que ce taux attendu ou autre cause est égal, lorsque les caractéristiques démographiques sont comparables, à celui que l'on peut observer dans la population générale. Et c'est donc grâce aux données de l'INSEE qu'on obtient ces taux attendus. Et dans notre équipe, nous travaillons depuis de nombreuses années sur les modèles de guérison. Le principe est que donc le taux en excès étant égal à la différence entre le taux observé et le taux populationnel, eh bien, on observe lorsque le taux observé rejoint le taux populationnel au bout de quelques années après le diagnostic, que le taux en excès devient nul, ce qui se traduit au niveau de la survie nette par un plateau dans la survie, et on considère donc que la part des patients de la cohorte qui sont dans cette partie en dessous du plateau correspond à la proportion de guéris. Ceux qui ne mourront jamais du cancer, ils sont guéris statistiquement. Donc on peut ainsi définir une partition entre la proportion pi de guéris et la proportion 1 - pi de non guéris. Et les modèles de guérison écrivent ainsi la survie nette comme un mélange entre la population des guéris en bleu, donc cette proportion multipliée par la survie des guéris, plus 1 - pi fois la survie des non guéris, des uncured. Et comme par définition la survie nette des guéris est égale à 1, eh bien on se retrouve à écrire pi, la proportion de guéris, plus 1 - pi fois la survie des non guéris. Alors dans l'exemple que je vais vous présenter, on a utilisé une loi de Weibull pour décrire la survie des non guéris, puisque c'est une fonction propre, la survie des non guéris allant vers 0. On a donc les paramètres lambda, gamma et delta classiques du loi de Weibull. Et ceci, d'ailleurs, pour le contexte, nous permet de définir a posteriori un délai de guérison. Et les travaux que nous faisons sont inscrits dans le cadre du développement du droit à l'oubli. Donc, montrer qu'il n'y a plus de mortalité après un certain temps, qu'il y a un délai de guérison, ça permet d'améliorer l'accès à l'emprunt et à l'assurance pour les patients. Donc ça, c'est la théorie. En fait, ce qui se passe en pratique, lorsque on analyse les données Francim, dans beaucoup de localisations, on observe, ici, vous voyez le taux de mortalité en excès en fonction du temps depuis le diagnostic. Donc, quand on suit les patients assez longtemps, jusqu'à 20 ans, on s'aperçoit qu'en fait, quel que soit l'âge au diagnostic, ces courbes se rejoignent et se rapprochent beaucoup de zéro, mais en fait, restent légèrement différentes de zéro. Ce qui fait qu'en fait, en pratique, souvent, on observe dans les données des survies qui n'atteignent pas vraiment un plateau. Et ça a été observé aussi dans les données du CIR. L'équipe italienne de Riccardo Capocaccia et Laura Botta donc, a fait des analyses d'espérance de vie. Et en fait, de la même façon, on se rend compte que quel que soit l'âge au diagnostic, l'espérance de vie des patientes ici atteintes de cancer du côlon ne rejoint pas vraiment celui de la population générale. Par contre, tous se rejoignent entre eux. Et cette observation que la différence en fait entre l'espérance de vie
on observe où entre le taux observé et le taux attendu ne dépend pas de l'âge au diagnostic et ne dépend pas du délai depuis le diagnostic, mais ne dépend que de l'âge atteint, nous fait penser que en fait, cette surmortalité qui persiste est probablement due à une autre cause, enfin, due aux autres causes que le cancer. Ce que nous avons fait comme hypothèse, c'était qu'en fait, le taux observé en bleu ici ne rejoint pas le taux populationnel en noir, mais rejoint une courbe qui correspondrait en fait au taux populationnel multiplié par un coefficient, un risque relatif alpha. Et ce qui fait que quand on utilise comme taux de mortalité attendu, ce taux corrigé par alpha, eh bien, le taux en excès, qui est donc égal au taux observé moins le taux populationnel multiplié par alpha, rejoint bien 0 et on se retrouve bien dans des conditions de modèle de guérison à pouvoir appliquer nos modèles et avoir des résultats. L'objectif de ce travail était donc de développer un modèle de guérison en survie nette qui inclut la correction sur le taux attendu en multipliant le taux populationnel par alpha et d'évaluer ses performances avec deux méthodes d'estimation. Les deux méthodes d'estimation sont d'une part en données populationnelles, individuelles, pardon. Quand on a des temps de survie individuels, eh bien, classiquement, on utilise le maximum de vraisemblance pour estimer les paramètres. Et eh bien, en fait, l'introduction de alpha comme paramètre à estimer fait que dans la maximisation de la vraisemblance, on ne peut plus se passer du taux cumulé populationnel qui est habituellement oublié dans l'écriture de la maximisation de la vraisemblance. Et en fait, ici, puisqu'il est multiplié par alpha, qui est un paramètre à estimer, eh bien, on est obligé de réintroduire HP dans la vraisemblance. Et donc ici, je vous ai décrit un petit peu quels sont les paramètres θ qu'on veut maximiser. C'est d'une part les paramètres de la Webule, lambda, gamma et delta, et d'autre part un paramètre bêta qui correspond, bêta 0 correspond à la proportion de guéris pour l'âge moyen, et bêta correspond à la pente, enfin un effet linéaire de l'âge. L'autre façon que nous avons utilisée pour estimer ces paramètres, c'est utiliser des données appelées groupées, qui sont une méthode classiquement utilisée pour les analyses de données du CIR, par exemple. Et c'est une méthode qui se passe en deux temps. D'abord, on estime de façon non paramétrique la survie nette, alors avec les DRR2, POAR. Ici, on a utilisé DRR2. Et dans un deuxième temps, on modélise directement la survie par régression non linéaire. Donc l'estimation des paramètres se fait par minimisation des résidus, par la méthode du moindre carré. Et on a donc ici la survie relative qui est égale à la proportion de guéris multipliée par la survie attendue dans la population exposant alpha-1 et multipliée par 1 moins pi fois la survie des non-guéris, aussi multipliée par la survie populationnelle exposant alpha-1. Et on a de la même façon que je viens de le spécifier pour le modèle avec maximum de vraisemblance, SU de T qui suit la même loi de Webule, et pi de Z qui est défini par le même effet linéaire de l'âge sur la proportion de guéris. Pour valider ces modèles, nous avons fait une étude de simulation. On s'est placé dans des conditions favorables dans lesquelles alpha ne dépend ni de l'âge ni du délai depuis le diagnostic. Donc nous avons simulé un alpha constant et nous avons simulé une survie des non-guéris qui suit une loi de Webule pour que le modèle soit dans des bonnes conditions pour valider ses performances. Nous sommes basés nous avons créé des scénarios qui mimaient des données réelles que nous avions analysées dans la base Francim. Je vous présente ici deux scénarios. Un que nous avons appelé sain, c'est-à-dire on a une proportion de guéris assez importante. À 60 ans, qui est l'âge moyen, on a 70%. Et les paramètres de la Webule sont comme ça, et sont donc donnés ici. Et le bêta, l'effet de l'âge est de 0,15. Et pour le poumon, on a une proportion de guéris qui est beaucoup plus faible, à 0,1, et on a un effet de l'âge plus important. Nous avons aussi simulé plusieurs valeurs de alpha, allant de 0,8 à 2,
1 étant la situation qui est utilisée habituellement où on n'a pas de alpha en fait, quoi. Et pour ça, on a généré chaque fois 1000 échantillons de 10 000 tumeurs pour chacune des combinaisons de toutes ces situations. D'abord, quand on a simulé avec alpha égale 1, donc pas de différence entre la mortalité populationnelle et la mortalité attendue, eh bien, les modèles que j'ai appelés no-alpha, donc c'est-à-dire c'est le modèle classique de guérison, que ce soit méthode des moindres carrés MC ou méthode de maximum de vraisemblance MV, on avait des résultats très satisfaisants aussi bien en termes de biais relatifs qu'en termes de taux de couverture. Juste une petite note, puisque delta était égal à 0 dans le modèle sain, je vous ai mis ici le biais absolu, mais ils seront très faibles. De même, pour le poumon, pour les deux modèles sans alpha, comme pour le modèle avec alpha, on a des bons résultats en termes de taux, avec toutefois, on peut noter la méthode des moindres carrés, donc celle en 2 étapes, qui donne des résultats qui sont moins bons, aussi bien en termes de biais, surtout de taux de couverture, avec des écarts aux 95% qui peuvent être parfois assez importants avec cette méthode. Ensuite, donc là j'ai pris 2 exemples, pour le sein à alpha 1,5 et pour le poumon à alpha 2. Dans les 2 cas, sans surprise, les modèles qui ne tenaient pas compte de alpha avaient des estimations biaisées des paramètres et des taux de couverture qui étaient très mauvais en général. Et de même pour le poumon, on avait des résultats qui étaient à la fois biaisés et des taux de couverture qui n'étaient pas satisfaisants. Maintenant, le modèle que nous avons avec alpha, avec les 2 méthodes d'estimation des paramètres, donne des résultats assez satisfaisants en termes de biais. Les 2 méthodes sont satisfaisantes. Par contre, à nouveau, la méthode des moindres carrés donne des taux de couverture qui ne sont pas très satisfaisants, alors que la méthode du maximum de vraisemblance paraît très satisfaisante. Donc nous avons plutôt validé la méthode avec maximum de vraisemblance. Les résultats que je vous présente ensuite, donc c'est issu de la méthode du maximum de vraisemblance, et c'est plutôt une description assez pragmatique de ce qu'on observe en simulant avec un alpha qui varie de 0,8 à 2. Je vous présente ici en fait les estimations qui sont faites avec le modèle sans alpha, le modèle qu'on utilise classiquement, quoi. Et c'est pour vous donner une idée du biais que l'on a en analysant les données avec un modèle qui ne tient pas compte de cette non-comparabilité, si notre hypothèse d'alpha tient. Donc pour le scénario sain, on a une proportion de guéris théorique à 60 ans qui est de 70%, je vous rappelle, et la moyenne des estimations des 1000 répétitions est assez rapidement biaisée de façon importante. Le biais relatif monte très rapidement, et en fait, on se retrouve avec un taux de couverture qui est très mauvais, des valeurs qui sont de 0,8 ou 1,2 qui sont assez proches de 1 en fait. Donc quand la proportion de guéris est importante, l'absence de prise en compte du alpha a un impact important. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que quand le pi est très faible, et ben en fait, il faut vraiment atteindre un alpha important de 1,5 ou 2 pour avoir des biais importants et des taux de couverture qui décrochent vraiment par rapport à ce qu'on attend. Nous avons aussi fait des applications aux données réelles. En voici un exemple sur le cancer du côlon. Et donc, on a estimé que le alpha était à environ 1,3 et que l'impact sur la proportion de guéris était plus importante chez les hommes, puisqu'il y avait 6% d'écart, que chez les femmes, où on observe 2% d'écart. Et en fait, c'est dû au fait qu'à âge égal, le taux de mortalité attendu dans la population, le taux de mortalité populationnelle est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Donc l'impact de ce alpha, qui n'est pas a priori très important, 1,3, est quand même assez important, 6% de différence de proportion de guéris.
En conclusion, on peut dire que le modèle estimé par maximum de vraisemblance donne des estimations satisfaisantes qui sont non biaisées et avec un bon taux de couverture. On a fait d'autres scénarios, des temps de censure, des effectifs différents et le modèle était assez robuste. On peut aussi noter que le biais engendré par l'absence de alpha augmente avec pi, la proportion de guéris. Plus la survie est bonne, plus le biais est important. Et donc, sur données réelles, les estimations de pi étaient plus élevées qu'avec un modèle classique. Et les développements sont toujours en cours sur ces travaux. En particulier, on fait des travaux de robustesse. Est-ce que si la survie des non-guéris est simulée avec une autre loi que la loi de Weibull, est-ce que notre modèle va quand même arriver à estimer quelque chose de correct? On travaille aussi sur d'autres modèles de guérison que celui-là qui est assez basique et qui est en fait plutôt une preuve de concept que vraiment une estimation de proportion de guéris, etc. Et aussi, on travaille sur une fragilité individuelle, sur alpha, et au développement d'un package R. Et tout cela va être présenté par Juste dans la session tout à l'heure à 16h15. Et je vous invite à suivre la suite des événements avec la présentation de Juste. Je vous remercie.